Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc finir et suivre notre dernière émission sur le ballon dirigeable, ou plutôt il faudrait dire les ballons dirigeables de reconnaissance chinois qui ont traversé l'espace aérien américain et sur les conséquences et les enseignements à tirer de cet épisode aux ramifications complexes et d'ailleurs incessantes, puisque hier encore, avant-hier encore, il y a eu à nouveau des manifestations, on va dire des arguments lancés du point de vue officiel, autant du côté chinois que du point de vue américain. Et donc, on va faire un point et une conclusion sur ce sujet avant de passer à d'autres sujets pour les prochaines émissions. Donc, ici, il s'agit d'un événement dont on a commencé à parler la dernière fois, dont les conséquences diplomatiques sont finalement qu'il y a encore une accélération, une aggravation des tensions entre la Chine et les États-Unis, alors que les semaines précédentes, on se dirigeait vers une sorte de creux avec la possibilité d'un voyage d'Anthony Blinken en Chine, préparant la venue du président Joe Biden en Chine. Probablement, donc, il n'en est plus question maintenant, à cause, apparemment, donc, de cette histoire de ballon. Donc, qu'est-ce que ce ballon fait dans le ciel américain? Est-ce que c'est véritablement l'origine d'une nouvelle crise, ou est-ce que des deux côtés, on n'agite pas un peu d'air chauffé à blanc pour faire voler certaines baudruches diplomatiques? Donc, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir, hein. On va essayer de discuter, d'analyser ça ensemble. Ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'on ne va pas arriver à des conclusions définitives. Par exemple, la question de savoir pourquoi ce ballon se trouvait là. Il y a eu à un moment donné dans la presse, certains analystes, plutôt du côté chinois, l'idée qu'en fait il s'agissait d'une erreur, c'est-à-dire que le ballon normalement devait se diriger vers le Canada, ou devait se diriger vers des zones moins conflictuelles, ou se diriger en fait vers le Pacifique, et qu'il y aurait eu certains vents qui l'auraient fait dévier de sa course. Et en réalité, plutôt que de reconnaître une erreur, le gouvernement aurait en fait affirmé l'innocuité de ce ballon, qu'il n'était en rien un instrument de reconnaissance et un instrument finalement de guerre potentielle, c'est-à-dire un instrument facilitant tout ce qui est les dispositifs militaires en identifiant certaines cibles précises. On a discuté la dernière fois au Montana, la plus grande base nucléaire des États-Unis. Alors ici, un point intéressant, c'est que si on suit ce schéma narratif-là, il y aurait donc finalement peut-être une erreur, c'est-à-dire si on suit l'idée que ça serait involontaire, il y aurait une erreur d'appréciation à la fois météorologique par rapport à la direction de ce ballon, et ensuite une deuxième erreur qui est que plutôt que de reconnaître justement son erreur, on affirme qu'on a le droit de faire ça. Et donc ici, il y a quelque chose qui est intéressant du point de vue du discours du pouvoir chinois, c'est-à-dire la difficulté à reconnaître une erreur, et quand on est placé devant une difficulté, on surenchérit en se donnant le droit d'avoir fait cette erreur, plutôt que de dire bon ben oui, c'est un ballon dont on a perdu, en fait, sur lequel on a perdu le contrôle. Ça aurait pu être à un moment donné le narratif. Il n'a pas été, c'est pas celui qui a été véritablement développé par le gouvernement chinois, et en fait le gouvernement chinois a répliqué d'une autre manière. Le gouvernement chinois a choisi de répliquer à cet incident en fonction, en mobilisant une attitude qui est aussi récurrente, et qui est aussi une sorte de pattern, une sorte de figure de réaction qui est à la fois symptomatique et récurrente du point de vue du pouvoir chinois. C'est-à-dire, ce que la Chine a dit, c'est que les États-Unis ont trop réagi, ont
ont surréagi à un ballon qui finalement ne présentait aucune menace pour la souveraineté nationale des États-Unis, tout en disant qu'il y avait plusieurs ballons, des dizaines de ballons, qui avaient franchi le territoire de la Chine, et notamment le Xinjiang et le Tibet, donc deux régions clés, et que la Chine, à ce moment donné, n'avait pas surréagi, mais qu'elle avait simplement observé ces mouvements de ballons de reconnaissance dans l'air, l'atmosphère, la stratosphère, plus exactement, qui est au-dessus de la Chine, puisque les ballons se situent à une altitude qui est supérieure à celle des avions de commerce, des avions de ligne, qui sont généralement à 10 000 km. Ici, c'est en 20 km d'altitude. Et donc, la Chine a joué, d'une certaine manière, comme souvent, le rôle de la victime pour ne pas passer pour l'agresseur. C'est quelque chose qui est extrêmement récurrent et qui est intéressant d'analyser dans les stratégies rhétoriques du pouvoir chinois, c'est-à-dire quand on est mis en face d'une erreur, on dit en fait que c'est l'autre qui l'a d'abord commise, et en fait cette stratégie qui cherche toujours à se placer dans le rôle de la victime, et donc si je suis la victime, je ne veux pas être l'agresseur, c'est quelque chose, on va dire, qui est en fait assez commune aujourd'hui dans la stratégie discursive de la plupart des acteurs au niveau social, au niveau sociétal, dans le monde. L'agresseur qui se pose en victime. Ce qui est intéressant ici, dans ce contexte, c'est que finalement, ça donne aussi une image de la Chine comme une nation qui est toujours dans la réaction. C'est-à-dire que c'est pas en déniant d'abord le fait que ça pourrait être une erreur, en affirmant que cela ne s'est produit que parce que les États-Unis faisaient de même. Il y a ici quelque chose qui est intéressant, qui montre finalement que la Chine, et ça aussi c'est quelque chose qui est une rhétorique qui est propre au pouvoir chinois, la Chine n'agit toujours que par réaction, toujours que par réaction à quelque chose d'autre qui lui est fait. Et d'une certaine manière, ça démontre un peu de façon un peu négative une forme aussi de passivité. Même si cette passivité est présentée du point de vue chinois comme la preuve de son caractère non agressif. Et évidemment, ce qui est dit aussi par ce discours, c'est aussi toujours cette même stratégie qui est très en vogue, qui est très utilisée aussi à différents domaines, dans différents endroits, à savoir de dire que si je fais ça, c'est parce que d'abord on m'a fait ça. Et ici, bon, par exemple, on le voit, la Russie a attaqué l'Ukraine parce qu'elle était forcée à le faire à cause de la pression de l'OTAN, c'est-à-dire que, quelles que soient nos actions, quelle que soit, on va dire, la valeur ou la négativité ou l'aspect problématique de nos actions, en fait, ce caractère problématique est toujours déjà annulé par le fait que on a été mis dans une situation où on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on a subi le même tort ou parce qu'on a subi un tort qu'on estime équivalent. Or, évidemment, ici, Washington, les États-Unis ont réagi en disant qu'il n'y a pas de ballons d'État qui ont survolé le territoire chinois. Donc c'est important dans la réponse, la réponse des Américains à dire qu'il n'y avait pas de ballons gouvernementaux qui ont été diligentés par la puissance américaine, par la puissance d'État pour survoler le territoire chinois. Il y a peut-être des ballons d'origine américaine, mais pas de ballons d'État de surveillance. Alors, le problème aussi, c'est qu'on a des photos du ballon chinois, mais on n'a pas de photos des ballons américains. Et évidemment, si la Chine voulait prouver son point, ça serait plus facile de diffuser des photos. Donc, on peut être ici toujours dans le doute de savoir si ces ballons américains que la Chine invoque sont réels ou s'ils sont simplement, justement, une figure de rhétorique pour dire qu'en fait, nous, on est toujours une victime et on essaye de réagir à la mesure du tort qu'on a subi. Enfin, le dernier point qu'on peut évoquer brièvement, c'est de savoir l'utilité de ce dispositif. On se demandait pourquoi la semaine dernière, avec le nombre de satellites et leur précision. Alors ici, l'idée, selon les experts, c'est aussi ce qu'on appelle la reconnaissance multicouche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, ce qu'on va dire des espions, il y a des satellites qui sont au-delà de la Terre, mais il s'agit d'avoir un dispositif qui est intermédiaire afin de couvrir tout le spectre de la visibilité sur un pays. Et ça, ce qui est intéressant aussi,
du point de vue, on va dire, plus conceptuel, c'est le pouvoir de la vision, c'est que la visibilité donne du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est une idée qu'on retrouve chez des penseurs comme Michel Foucault ou Paul Virilio. Et ce que ça montre, cet épisode du ballon, pour élargir un peu le sujet, avoir on va dire une analyse plus conceptuelle, c'est le pouvoir, c'est plus exactement la puissance que donne la vision, la puissance que donne la capacité de voir et le caractère ubiquitaire de cette capacité de voir et le caractère finalement dérisoire ou très difficile à contenir de la souveraineté dans un espace qui est saturé de vision, d'information et de perception de notre sol. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.